Dans cet épisode, l'affaire Edwige Perdry. Joyeuse Pâques, LOL. C'est par ce SMS glaçant que le meurtrier d'Edwige Perdry va signer son crime. Mais pourquoi a-t-il étranglé cette tranquille mère de famille, aide-soignante dans un petit village de l'Ain, ce 1er avril 2013 ? Il faudra attendre presque 3 mois pour connaître la vérité. Une vérité aussi horrible qu'insoupçonnable. Comment est-il arrivé là ? Et que vont décider les jurés face à ce meurtrier cynique et dénué de tout remords ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Saint-André de Bâgé, une petite commune calme qui compte à peine 800 habitants, située au pied des coteaux du Beaujolais. C'est une région assez plate, pleine de culture. Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Avec des gens qui sont bien souvent attachés à leur terre. C'est des terriens. Saint-André de Bâgé. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. C'est un petit village assez joli, assez typique, avec d'ailleurs une église romane assez célèbre. C'est très calme, tout le monde se connaît un peu. Émilie Kivé, meilleure amie d'Edwige. Ouais, les enfants, on va tous à l'école ensemble, on grandit tous ensemble. C'est plutôt plaisant. C'est dans ce petit lotissement qu'il y a 2 ans, Edwige Perdry et son compagnon Michael Dantal ont élu domicile. Ils ont 29 ans et depuis 6 ans, ils mènent une vie de couple tranquille. Elle est auxiliaire de vie dans une association d'aide aux personnes âgées. Edwige Perdry, c'est une jeune femme qui est très jolie, qui a un physique vraiment très avenant, donc elle est assez apprêtée, maquillée, une très jolie jeune fille. Toujours avenante, toujours pétillante, taquineuse. Pascal Perdry, père d'Edwige. Elle aime beaucoup sortir, elle aime beaucoup faire la fête, aller avec ses copines. Michael, lui, est un agent de sécurité plutôt apprécié de ses employeurs et qui bénéficie d'une bonne réputation. C'est un garçon qui parle bien, qui passe bien, on peut comprendre qu'Edwige soit tombée amoureuse de lui. Bon, c'est quelqu'un de sportif, il y a une certaine aura, on va dire. Ils sont les parents comblés d'une petite fille de 3 ans qu'ils élèvent dans ce lotissement paisible. Régulièrement, Edwige rend visite à ses parents, Marilène et Pascal Perdry, qui vivent à quelques kilomètres de là pour des réunions de famille conviviales. Comme ce dimanche de Pâques 2013, où ils sont tous réunis pour la traditionnelle chasse aux œufs dans le jardin. Mais le lendemain matin, 1er avril, tout bascule. Le téléphone sonne chez les parents d'Edwige. Ils sont encore au lit. Au bout du fil, c'est la grand-mère de la jeune fille. À 8h du matin, je reçois un coup de téléphone. Marilène Perdry, mère d'Edwige. On est encore couchés, c'est le lundi de Pâques. Et je décroche. Et là, elle me dit « Marie, viens vite. Edwige est morte. » Et là, déjà, vous y croyez pas. C'est pas possible. J'arrivais pas à y croire. On m'a parti sur les lieux. Et désemparé. On s'habille, on sait même pas comment, et on part. Et là, on se dit, est-ce qu'elle a eu un accident ? Est-ce qu'elle a fait une bêtise ? Est-ce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête à ce moment-là ? C'est terrible. La grand-mère d'Edwige habite à côté de son lotissement. Et c'est elle qui vient d'apprendre la terrible nouvelle. Mais elle n'a pas d'autres détails.
Sous le choc, Marilène et Pascal se mettent immédiatement en route. Ils se demandent ce qui est arrivé et le trajet leur paraît interminable. Et là, on arrive devant la maison. Et malheureusement, là, on voit le SMUR. On voit les camions de pompiers. Pardon. Les camions de pompiers. Et on se dit, mon Dieu. Et là, je rentre et je découvre l'horreur. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu ma fille étendue. J'ai même reculé. C'était horrible. Edwige était sous un drap blanc quand ils ont soulevé le drap, que je l'ai vu. Ben, je l'ai pris dans mes bras. Mais elle était toute froide. C'est quelque chose de terrible. On peut pas imaginer ce que c'est. Parce que on se dit ça arrive chez les autres. On voit ça dans les journaux, à la télé, mais on ne peut pas imaginer que ça puisse nous arriver, enfin, que ça puisse nous concerner, quoi. Et quand on voit son enfant, là, comme ça, par terre, il y avait du sang, Et là, on comprend plus. En arrivant dans la maison, Marilène et Pascal Perdry voient Michael effondré près du corps de leur fille. Il leur explique qu'il a découvert Edwige étendue sur le sol 1 heure plus tôt, à seulement quelques mètres de leur petite fille qui dort dans sa chambre. Il monte les escaliers puisque les chambres se trouvent à l'étage. François Hérault, avocat de la défense. Et là, il découvre dans la chambre parentale le corps d'Edwige Perdry sans vie. Il va tout de suite prendre sa fille dans la chambre qui est vraiment à 2-3 mètres, hein, les chambres sont contiguës, et il descend, il va chez le voisin, et c'est le voisin qui appelle les pompiers finalement. Pour Michael, c'est l'incompréhension. Les pompiers qui arrivent en urgence le découvrent dévasté. C'est un garçon particulièrement effondré, choqué, qui trouve à peine les mots et qui comprend pas ce qui s'est passé. Il n'en revient pas, il faut qu'elle vive, c'est pas possible. Voilà, il est atterré, oui, effondré. Il pleure devant le corps d'Edwige, il dit des choses du style « mais je l'aimais, j'aurais dû partir à sa place, pourquoi elle est morte ?» Il est vraiment effondré. Et d'ailleurs, il est évacué en état de choc par les pompiers. Edwige a été découverte allongée sur le sol de sa chambre, dans l'embrasure de la porte. Les pompiers ont tenté de la réanimer, en vain. Mais le médecin fait des constatations troublantes et il alerte aussitôt les autorités. Le médecin du SAMU nous explique Nicolas Bouilloux, gendarme. qu'il a constaté des traces au niveau de la gorge, laissant supposer une strangulation. Et ce qui ressemble à peut-être des traces de lutte, de coups, d'échymose, d'abrasion. Bon. Ce qui peut laisser penser que dans cette chambre qui est un peu sans dessus-dessous, il y a eu une lutte, hein, clairement, et qu'Edwige s'est défendue. Les gendarmes sont intrigués. Une mort suspecte dans ce village si paisible et au sein d'un couple sans problème, c'est vraiment surprenant. Ils vont commencer par s'intéresser à l'histoire de Michael et Edwige. Depuis leur rencontre, il y a 6 ans, ils sont éperdument amoureux. On voit qu'elle est folle amoureuse, quoi. On voit dans ses yeux, elle est toute faux-follette. Elle rentre, j'ai rencontré quelqu'un, il est merveilleux, il est gentil. On voit que c'est de l'amour. On voit qu'il y a une réelle complicité, en fait, entre les deux. Ça rigole beaucoup. Émilie Kivé, meilleure amie d'Edwige. Et une relation comme ça, c'est ce qui correspond totalement à Edwige. Dès que la petite, elle arrive, ouais, c'est magique et tout le monde est heureux. Papa d'une petite fille depuis 3 ans, Michael explique aux enquêteurs qu'il voulait sceller son engagement avec Edwige. 3 jours avant le drame, il lui avait demandé sa main.
Un matin, Edwige se lève. Elle descend ses escaliers et elle trouve en bas sur la table du salon une lettre. Une lettre avec un vase et une rose dedans. Sur cette lettre, Michael la demande clairement en mariage. Pour sceller la vie commune qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Et puis peut-être vis-à-vis de l'enfant aussi, peut-être vis-à-vis des proches, comme on dit, régularisé, officialisé. Michael projette de se marier avec Edwige, mais en ce week-end de Pâques 2013, le rêve a laissé la place au drame. L'enquête commence. Les gendarmes veulent tout savoir sur les heures qui ont précédé le meurtre. Les gendarmes l'entendent comme témoin, mais bon, il faut quand même qu'il soit très précis dans toutes les déclarations qu'il fait, parce que, oui, les enquêteurs peuvent avoir des soupçons, et lui, il va dire, mais bon, de toute façon, moi, il suffit d'aller interroger mon frère. Michael a un frère, Ludovic, qui habite Châlons, à 70 km de Saint-André-de-Bâgé. Et justement, Michael explique aux gendarmes que cette nuit-là, il faisait la fête chez lui. La soirée s'est déroulée entre amis, autour d'un verre, et a duré jusqu'au petit matin. On va se déplacer à Chalon-sur-Saône pour rencontrer son frère. Jean-Marc Boutelier, gendarme à la section de recherche de Lyon. Et les personnes qui étaient présentes au cours de cette soirée à son domicile. Des auditions prises des 3 témoins et amis de Ludovic Dantal montrent qu'effectivement, Michael était bien présent ce soir-là à Chalon-sur-Saône. Ils nous font une description de sa tenue vestimentaire, de ce qu'il a bu et de ce qu'il a fait au cours de la soirée. Bon, on sait qu'il quitte son frère à peu près vers 6h, 6h30 du matin. Il va s'arrêter à un bureau de tabac juste avant Saint-André-de-Bâgé. En effet, l'examen de la vidéosurveillance confirme la présence de Michael à Pont-de-Vel pour acheter des cigarettes à 7h06 du matin avant de revenir chez lui. Pour les enquêteurs, Michael était bien absent du domicile conjugal cette nuit-là. Il ne peut donc pas être l'auteur du meurtre de sa compagne. Cette piste écartée, les gendarmes veulent maintenant en savoir plus sur Edwige. La jeune femme aurait-elle des ennemis ? Son compagnon ne lui en connaît pas. Il donne aucune indication et aucune piste parce qu'il n'en voit pas. C'est précisément une famille normale qui n'a pas d'ennemis et qui a aucune raison de penser que quelqu'un aurait pu faire une chose pareille. Il n'y a rien en tout cas qui laisse supposer qu'elle ait des ennemis. Pierre-François Long, vice-procureur au tribunal de Bourg-en-Bresse. En tout cas un ennemi tel qu'il puisse lui en vouloir à mort. Alors les gendarmes examinent la piste du cambriolage qui aurait mal tourné. Et justement, Michael évoque un détail qui leur met la puce à l'oreille. Edwige avait égaré son trousseau de clés peu de temps auparavant et elle n'avait pas jugé utile de changer de serrure. On ne peut pas exclure que quelqu'un ait trouvé le trousseau de clés dans la rue et suivi Edwige jusqu'à sa maison pour savoir où elle habite et revenir plus tard commettre un cambriolage. Les éléments qui laisseraient penser que c'est un cambriolage, c'est cette chambre fouillée. Nicolas Bouilloux, gendarme. La chambre est sans dessus-dessous, les vêtements ont été sortis des armoires, les tiroirs ont été vidés de leur contenu. Sachant que dans les cambriolages habituels, c'est souvent la chambre du couple qui est fouillée, puisque c'est là que madame range ses bijoux ou qu'on cache une enveloppe d'argent habituellement. Pour les enquêteurs, un scénario commence à se dessiner. Un cambrioleur aurait réussi à s'introduire dans la maison et les événements se seraient précipités. On peut supposer que la victime a été surprise dans son sommeil et qu'elle a bondi du lit et elle s'est tentée de fuir en descendant les escaliers. Elle aurait pu être arrêtée par quelqu'un qui la maintienne, qui l'étouffe pour l'empêcher de crier. Il faut maintenant conforter cette hypothèse. Les gendarmes creusent cette piste, ils interrogent les habitants du quartier et le voisin du couple apporte une information capitale.
Le voisin va dire qu'il a entendu crier, sa femme va confirmer que c'est bien la voix d'Edwige, il va regarder, on entend un cri à 3h du matin, on ouvre sa fenêtre, on regarde, il voit rien, mais il remarque qu'il n'y a pas la voiture de Michael, donc ça pouvait peut-être aussi renforcer la thèse du rôdeur. Le scénario du cambriolage semble tenir la route. Les enquêteurs examinent de nouveau la scène de crime pour tenter de trouver les traces de l'agresseur. Et là, un élément les intrigue, un élément qui va tout remettre en cause. Ils se rendent compte qu'en réalité, les armoires, les meubles n'ont pas été fouillés. D'expérience dans un cambriolage classique, Jean-Marc Boutelier, gendarme à la section de recherche de Lyon. Les vêtements sont fouillés, mais on les laisse en place. On passe la main entre les vêtements, entre les draps. On regarde rapidement dans les tiroirs ce qui s'y trouve, mais on vide pas comme ça. Enfin, c'est assez rare de trouver une scène comme ça. Il n'y a rien de précieux qui a disparu. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. Même le sac à main d'Edwige, on aurait pu lui prendre sa carte bancaire, son argent, des bijoux, etc. Il n'y a rien qui a disparu. C'est le nerf de la guerre. Quand, pour un cambriolage, c'est quand même qu'il y a des choses qui disparaissent. François Hérault, avocat de la défense. Là, rien n'a disparu. C'était un jeune homme qui était pas très bien dans sa peau, qui allait assez mal, et qui s'était suicidé. Dans ces petites localités où on se connaît tous, ça parle, ça... Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Et on avait dit, bon, voilà, si ce jeune, il s'est suicidé, c'est à cause d'Edwige. La rumeur a rendu responsable Edwige du suicide de ce jeune garçon, il y a 10 ans, jour pour jour. Alors les gendarmes s'interrogent sur cette coïncidence. D'autant que, la veille du crime, la famille et les amis du jeune homme s'étaient retrouvés pour commémorer cette disparition. Les enquêteurs se demandent si cet hommage n'aurait pas ravivé de vieilles rancœurs contre Edwige. Le lendemain, Edwige est mort. Aurore Coelho, amie d'Edwige. Donc c'est vrai que je me dis c'est bizarre, c'est les 10 ans, c'est 10 ans après. Enfin, dans ces circonstances-là, cette date-là, c'est troublant. Émilie Kivet, meilleure amie d'Edwige. C'est forcément, on se pose des questions. Pourquoi cette date-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part quand même, quelqu'un dans ce groupe d'amis qui aurait voulu peut-être se venger d'Edwige? La porte de la maison n'a pas été fracturée. Les enquêteurs en déduisent qu'Edwige connaissait peut-être son agresseur et qu'elle lui aurait ouvert sans méfiance. Ils s'intéressent donc de près aux amis de ce jeune garçon mort 10 ans plus tôt. On va entendre en audition tous les témoins, tous les gens qui faisaient partie de ce groupe d'amis, et on va vérifier sur les factures détaillées des téléphones si ils auraient pu se trouver ou pas à Saint-André-de-Bâgé cette nuit-là. Donc les gendarmes effectuent les investigations nécessaires. Pierre-François Long, vice-procureur au tribunal de Bourg-en-Bresse. Et aboutissent assez rapidement à la conclusion qu'il n'y a aucun lien entre le décès de ce petit ami 10 ans auparavant et le décès d'Edwige Perdry par mort violente le 1er avril 2013. Aucun élément ne permet de relier le meurtre d'Edwige à ce groupe d'amis. Les enquêteurs écartent définitivement cette histoire qui appartient bel et bien au passé. Ils décident plutôt de se concentrer sur les derniers mois de sa vie. Ils veulent en savoir plus sur son emploi du temps et sur ses habitudes. Pour cela, ils interrogent ses copines. Et ils ont vu juste. Edwige cachait une vie secrète. On va apprendre qu'Edwige avait une relation sentimentale avec une autre personne. Évidemment, c'est une liaison secrète, alors ils se cachent pour se rencontrer. Alors, chacun a un conjoint et aucun d'eux ne se présente sous son vrai prénom. Elle l'appelait mon petit loupard, on le désigne dans son portable par des initiales, etc. On est très surpris d'apprendre cette nouvelle parce que pour nous, Edwige est dépeinte comme une personne aimante, une bonne mère de famille, quelqu'un de tout à fait épanoui dans son couple, et on ne comprend pas pourquoi elle aurait cherché à avoir une relation. Edwige confie à ses amis que, depuis la naissance de sa fille, il y a 3 ans, elle traverse un passage difficile avec Michael. Une routine s'est installée et des difficultés commencent à apparaître.
L'image rêvée du petit couple qui s'est installé dans le lotissement, voilà, la famille heureuse avec la petite fille de 3 ans. C'est plus ça, le couple bat de l'aile. On a un couple qui a un fonctionnement tout à fait normal, très amoureux, mais où il va y avoir une dégradation dans le temps. Qui va être liée à des problèmes financiers, mais qui sont finalement des problèmes financiers assez classiques chez un jeune couple. Grâce aux déclarations des amis d'Edwige, les gendarmes découvrent que le couple traverse régulièrement des périodes de tension et de réconciliation. D'ailleurs, à l'occasion d'une mésentente passagère, la jeune femme aurait trouvé un peu de réconfort dans les bras d'un amant. Elle commence à me parler qu'elle voit quelqu'un, elle a passé une super soirée. Elle me dit que voilà, qu'il est attentionné, enfin elle est toute contente. Donc... Elle redevient femme, oui, il faut séduire, donc elle s'habille un peu mieux. Selon ses amis, cette liaison aurait permis à Edwige de retrouver un peu de confiance en elle, tout en ne souhaitant pas pour autant remettre en cause sa vie de famille. 1 mois avant le drame, elle met un terme à cette aventure. Mais pour les gendarmes, cet amant éconduit est un suspect potentiel. On va travailler sur une nouvelle hypothèse, qui est donc celle du petit ami, qui aurait pu se venger d'une rupture avec Edwige et se présenter à son domicile. Alors, il a été difficile de déterminer qui était cette personne, parce qu'on avait un prénom qui n'était pas le bon, on avait une initiale de prénom qui n'était pas la bonne non plus. Pour rester discret, les 2 amants ne s'étaient pas donné leur véritable identité. Alors les enquêteurs ont beaucoup de mal à mettre la main sur ce mystérieux jeune homme. Au bout de 3 jours d'investigation, ils parviennent enfin à l'identifier et ils le convoquent à la gendarmerie. Les enquêteurs découvrent alors la véritable nature de leur relation. Bon, manifestement pour lui, c'est... voilà, histoire peut-être d'avoir des relations sexuelles, enfin il le présente un peu comme ça. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. D'après ce qu'avait confié Edwige à ses copines, ça resterait quand même un flirt peut-être un petit peu poussé, mais enfin une amourette, un béguin. L'amant ne souhaitait pas s'impliquer davantage. Pour les gendarmes, il n'avait donc pas de raison de se venger suite à leur séparation. En plus, il affirme que la nuit du drame, il était avec sa femme. Après vérification, ce jeune homme a été écarté de l'enquête car il avait un alibi solide pour la nuit des faits. Les gendarmes sont à nouveau au point mort. Mais 10 jours après le drame, les médecins légistes ont terminé l'autopsie et ils apportent de nouveaux éléments sur la mort d'Edwige qui pourraient faire progresser l'enquête. Les constatations techniques dans le domicile et l'autopsie montrent que Edwige Perdry est décédée entre 3 et 4 heures du matin. On sait comment Edwige a été tuée. Elle a été à la fois étouffée et étranglée. Elle s'est débattue, c'est pour ça qu'elle a des contusions un peu sur les bras, sur les jambes. Les légistes ont confirmé que ces faits avaient duré plusieurs dizaines de secondes, cet étranglement. Et donc, de ce fait, Edwige Perdry avait dû se voir mourir compte tenu de la durée de cette suffocation. Les médecins sont formels, la jeune femme s'est débattue. Mais son meurtrier est allé jusqu'au bout. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Il est venu pour une seule raison, tuer Edwige. Le 11 avril 2013, les parents endeuillés affrontent une... Ça a été un moment pour nous horrible, mais... Marilène Perdry, mère d'Edwige. Elle avait tous ses amis qui étaient là. Beaucoup de monde, ce qui représentait bien Edwige. Et là, on s'est dit, on l'aimait, quoi. Elle était aimée. Moi, j'étais dans un choc. En fait, c'est surtout quand j'ai entendu une musique où je la voyais en fait danser. Aurore Coelho, amie d'Edwige.
Et là, je vais exploser en sanglots. Je verrai plus cette fille joyeuse en soirée, à péter le feu, à danser, à rigoler. Moi, je perds mon pilier. Émilie Kivé, meilleure amie d'Edwige. Je perds ma sœur de cœur. Je perds ma confidente. Et je me sens seule. L'enquête fait du surplace. Les gendarmes élargissent leurs investigations aux amis du couple car ils savent que, souvent, les crimes sont commis par les proches de la victime. Ils commencent par la meilleure amie et confidente d'Edwige, Émilie, qui connaît tous ses secrets. Les gendarmes apprennent ainsi que le couple croulait sous les dettes, ce qui provoquait des disputes de plus en plus fréquentes. Émilie fait d'ailleurs état de violences conjugales. L'image du couple idéal se fissure. Edwige est malheureuse, elle est violentée, elle est insultée, elle est traitée, elle est mise plus bas que terre par Michael. Elle décrit à ses copines une scène. Michael, c'est quand même un costaud, hein. Il fait mine de lui donner un coup de poing et finalement le coup de poing atterrit dans le mur. Mais ça passe à ça de la tête d'Edwige. La plus violente, elle était assise sur son canapé dans le salon. Il l'a prise par les cheveux. Il l'a tirée jusque sur la terrasse. Elle a donc traversé tout le salon, passé la baie vitrée pour atterrir sur la terrasse avec une poignée de ses cheveux dans ses mains. Et les découvertes des gendarmes ne s'arrêtent pas là. 4 mois avant le drame, et pour échapper à son emprise, Edwige décide de se séparer de Michael. En attendant qu'il trouve un logement, le couple cohabite sous le même toit. Mais ils ne partagent plus rien, ce qui rend le jeune homme fou de jalousie. Il s'aperçoit que Edwige lui échappe. Il se rend compte qu'elle a une liaison. Il supporte pas. Elle veut aller faire les magasins avec ses amis, il la suit. Elle veut sortir avec ses amis, il la suit. Il sait à n'importe quel moment de la journée où elle se trouve. Pour la jeune femme, Michael est devenu invivable. Il fait tout pour éviter qu'elle lui échappe et a même parfois un comportement malsain. Quand elle fait sa lessive... Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Il sèche sur le fil d'étendage des collants qu'elle va mettre le samedi soir pour se faire belle et aller danser. Il les cisaille, il les découpe, il prend son ciseau, il coupe tout ça. Après, il va dire que c'est la petite qui a fait ça. Oh, la petite, elle avait 3 ans. Je la vois pas couper aussi bien avec une paire de ciseaux. Mais L'atmosphère devient irrespirable à la maison. Michael est censé quitter le foyer au début de ce mois d'avril, mais il reste persuadé qu'il peut la reconquérir. 3 jours avant la mort d'Edwige, il va même tenter le tout pour le tout. Et dans un élan désespéré, il lui écrit sa demande en mariage. Lui est censé quitter les lieux. Les valises, les cartons sont déjà par terre dans le hall, quoi. C'est acté, hein. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. Ils doivent se quitter, etc. Et lui, il arrive avec sa lettre de demande en mariage, qui va finir en confetti, mais... à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Pour Edwige, c'était fini. Ça, c'est quand même très curieux sur la personnalité de ce garçon, quand même. On se demande, cette espèce de tentative désespérée de le reconquérir, interroge quand même, quoi. Selon Émilie, le couple était à la dérive. Mais ces révélations ne s'arrêtent pas là. Émilie va livrer aux gendarmes une information capitale dont elle n'avait fait part à personne, à la demande de son ami. On va apprendre qu'avant de mourir, Edwige avait... Jean-Marc Boutelier, gendarme à la section de recherche de Lyon. Peur de Michael Dantal, au point d'envoyer un message à son amie, Émilie. Elle m'envoie un message en me demandant de conserver tout ce qu'on se dit parce que là, elle a peur. Alors elle m'écrit, il va me planter, je vais crever, et là je comprends pas. Voici un extrait des messages qu'Edwige envoyait à Émilie quelques jours seulement avant sa mort. C'est un cinglé. Il va finir par me planter. Je vais crever comme ça.
on n'en parlera plus. Et elle me dit, là j'ai vraiment peur, garde bien les messages, je ne me sens plus du tout en sécurité. Il dit qu'il va me planter. Et ça, il n'y a que elle qui le sait et quelques proches. Elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas autour d'elle. Elle ne le dit pas à sa maman, elle ne le dit pas à son papa. Edwige s'est sentie menacée par Michael. L'information est de taille. Les enquêteurs s'interrogent. Serait-il possible que Michael soit impliqué dans le meurtre d'Edwige ? Certains éléments pourraient le laisser penser. Tout nous laisse penser que Michael Dantal a un mobile pour supprimer Edwige. Elle veut le quitter, elle veut refaire sa vie, elle veut peut-être même partir avec sa fille. Et pourtant, l'enquête montre qu'il a un alibi solide et que jusque-là, on ne peut rien lui reprocher. Non seulement les gendarmes ont vérifié son alibi, mais en plus, l'enquête montre qu'il était éperdument amoureux d'Edwige. Les révélations d'Émilie sèment le doute. Les enquêteurs décident de placer Michael sur écoute téléphonique. Au bout de quelques jours, elle n'apporte aucune preuve directe qui le relie au crime. Mais son comportement les interpelle. Quand il va s'entretenir avec les parents d'Edwige, la famille d'Edwige, il va prendre un air compatissant, triste, malheureux. À peine le téléphone raccroché, il appelle quelqu'un d'autre et là, c'est la joie de vivre, on va boire un coup. Donc clairement, il joue la comédie, quoi. Et là, les enquêteurs, cette alternance qu'ils constatent quasiment au quotidien. François Hérault, avocat de la défense. Leur mettre la puce à l'oreille, évidemment, en se disant il y a un problème, on a un personnage qui a à double face à ce moment-là. C'est le voile qui va tomber. Hein. Là, on va s'apercevoir que c'est un drôle de numéro. Comme on en rencontre assez peu, qui n'hésitent pas à draguer ouvertement, à passer des mains aux fesses, à donner des rendez-vous, et ils se la jouent, quoi. Ce double visage de Michael incite les gendarmes à poursuivre leurs écoutes en prêtant attention à tous les indices qui pourraient éclairer son comportement. Et ce qu'ils apprennent révèle un personnage ambigu. L'étude de la téléphonie de Michael Dantal va nous apprendre qu'il va échanger plus de 200 textos avec une fille qui se prénomme Marie. C'est de nouveau le grand amour, quoi. Alors, c'est des déclarations enflammées. Tu es la femme de ma vie, celle dont je rêvais, tu es celle que j'attendais. Enfin, on a l'impression qu'il a quand même bien vite tourné la page d'Edwige. Hein. Michael est dans le collimateur des enquêteurs. Au terme des écoutes, ils ont des soupçons, mais ils ne disposent toujours d'aucune preuve contre lui. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent enfin l'analyse de son téléphone portable et surtout de sa géolocalisation. La nuit du drame, Michael a toujours dit qu'il était à Châlons, chez son frère, un alibi vérifié. Or, son portable indique le contraire. À aucun moment, sur les 60 ou 70 kilomètres qui séparaient Saint-André-de-Bâgé et Châlons, jamais il a déclenché les relais. Il est localisé dans les parages de la maison. Donc Michael Dantal a menti. Il n'était pas à Châlons cette nuit-là. Il n'était pas chez son frère. Le cri entendu par les voisins étant à 3h30 et le déclenchement de relais de Michael aux environs de 4h montrent que tout se recoupe sur lui et qu'il devient vraiment un suspect prioritaire dans cette affaire. Suspect prioritaire peut-être, mais les enquêteurs butent toujours sur un élément clé. Michael dispose d'un alibi vérifié et confirmé par 3 amis de son frère Ludovic. Impossible de le mettre en examen tant que des témoins affirment qu'il était à Châlons. Alors que l'enquête piétine, les médias s'en mêlent. Et indirectement, ce sont eux qui vont débloquer le dossier. Au début de l'affaire, seule la presse locale évoque le meurtre d'Edwige. Mais une dizaine de jours après le crime, le journal régional Le Progrès en fait sa une. Le drame prend une autre dimension. Je sors un article où j'explique effectivement... Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. L'autopsie a eu lieu, on avait retenu l'information à la demande du procureur et là on la sort, c'est bien un meurtre. Et d'ailleurs je crois que je titre « C'était un meurtre ». Cet article fait l'effet d'une bombe auprès des 3 témoins présents à la soirée chez Ludovic Dantal, la nuit du drame. Ils découvrent qu'Edwige a été victime d'un meurtre.
Ils ont accepté de témoigner en faveur de Michael pour pas qu'il n'ait de problème. Jean-Marc Boutelier, gendarme à la section de recherche de Lyon. Parce qu'il croyait que Edwige Perdry s'était suicidée à son domicile. Il tombe des nues, quoi. Edwige, qui s'était soi-disant suicidée, elle a été tuée, quoi. Ces 3 témoins réalisent que l'affaire est criminelle. Ils se rendent compte qu'ils risquent gros, alors ensemble, ils décident de se rendre à la gendarmerie. On a menti, ce qu'on vous a raconté, c'est faux, on peut plus... Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Non, il faut qu'on libère notre conscience, on peut plus maintenir l'alibi, donc on va vous dire, voilà, on nous a demandé de dire que Michael était présent à la soirée, c'est Ludovic qui nous l'a dit. Mais ils expliquent tous leur réaction par le fait que Ludovic Dantal racontait souvent n'importe quoi. Pierre-François Long, vice-procureur au tribunal de Bourg-en-Bresse. Et qu'il était souvent alcoolisé, que finalement, ils n'ont pas prêté attention plus que ça à ce qu'il leur disait. L'alibi forgé par Michael à l'aide de Ludovic vole en éclats. Ces nouvelles déclarations viennent confirmer la géolocalisation du téléphone portable. Les taux se resserrent sur les frères Dantal. Les enquêteurs en ont suffisamment dans leur besace pour ouvrir la procédure de garde à vue, à la fois contre Michael et à la fois contre Ludovic. Ludovic Dantal a visiblement voulu couvrir son frère d'une manière ou d'une autre. Donc restait ensuite à savoir quel était le degré d'implication de l'un et de l'autre dans la commission des faits. Le 5 juin 2013, 2 mois après le meurtre d'Edwige, l'enquête fait un bond en avant. Les gendarmes arrêtent Michael et Ludovic. Ils ont des indices graves et concordants à l'encontre des 2 frères, mais aucune preuve matérielle qui incrimine Michael comme meurtrier. Alors ils n'ont pas d'autre solution que d'obtenir des aveux. Il va nous répéter ce qu'il nous avait déjà dit dans ses auditions de témoins, c'est-à-dire qu'il était à Chalon-sur-Saône chez son frère, avec des amis. Ludovic, il fait mine de pas se souvenir, j'étais trop ivre, j'avais trop bu. Il dit tout en bloc, hein. C'est pas eux, ils y sont pour rien, etc. Il réfute les arguments un par un. Michael ne lâche rien. L'interrogatoire tourne en rond. Alors les gendarmes lui apprennent que son alibi ne tient plus. Les 3 témoins, disent-ils, se sont rétractés. Mais le suspect continue de nier. Dans une autre salle, les enquêteurs essaient de faire parler son frère, Ludovic, pour repérer les incohérences dans leur déposition. Mais lui aussi maintient sa version des faits. Ils ont bien passé la soirée ensemble. Alors les gendarmes abattent leur dernière carte, le portable de Michael, qui le situe à son domicile la nuit du drame. Enfin, le compagnon d'Edwige craque. On a expliqué à Michael ce que nous avions découvert dans l'enquête et on sentait qu'il avait besoin de parler et de soulager. Michael Dantal, il finit par se mettre à table. Il l'a tué, ok. Il explique le contexte dans lequel il se trouvait. François Hérault, avocat de Michael Dantal. Le désespoir éventuel lié à la séparation. Il explique sa souffrance personnelle aussi. Et le geste fou, enfin il le qualifie comme ça. Il reconnaît non seulement avoir prémédité son acte, mais en plus avoir demandé à son frère Ludovic de lui fournir un alibi pour la soirée. Pour les enquêteurs, les aveux de Michael changent tout, car le simple homicide se transforme en meurtre avec préméditation. Un plan que Michael aurait échafaudé la veille du drame. Voici ce qu'il explique. Quelques heures avant le meurtre, il dînait avec Edwige et leur fille chez des voisins. Il avait déjà tout son scénario en tête. Vers minuit, il prétexte une soirée chez son frère à Chalon pour quitter le domicile. Mais en réalité, il gare sa voiture à 800 mètres de là et reste caché dans un petit chemin boisé. Et aux environs de 3h30, il dit être rentré chez lui à pied. Discrètement, il est monté les escaliers, sans faire de bruit. C'est éclairé avec la lumière de son portable et il est arrivé dans la chambre. D'après Michael, Edwige est alors dans son lit.
Elle pianote sur son téléphone portable et elle ne s'attend pas du tout à le voir. Elle va se mettre à crier, mais pas à crier de peur, à crier contre lui, en lui disant « Foucan, tu n'as plus rien à faire avec moi, je t'ai déjà dit qu'on se séparait. » Et elle veut prendre la fuite, elle se lève, et là, lui, Michael Dantal, l'attrape par derrière, il passe ses bras autour du cou, il se positionne derrière elle et lui parle à l'oreille en lui disant qu'il veut continuer avec elle, qu'il veut continuer sa vie. Edwige va vouloir partir de son étreinte et elle va s'accrocher au chambranle de la porte de la chambre. Et lui va serrer son emprise au point de l'étouffer. Et tout doucement, il va la sentir glisser vers le sol. Et au cours de cette descente, il va lui glisser un « je t'aime » à l'oreille avant de l'accompagner sur le sol. Edwige ne bouge plus. Michael ne cherche pas à la réanimer. Il s'est effondré, il a passé plusieurs heures dans la chambre, au pied d'Edwige. Edwige va être laissée morte, quasiment à l'entrée de la porte de la chambre à coucher. Michael reste dans la maison jusqu'au lever du soleil. Puis ils se rendent au tabac, à quelques kilomètres de là. À son retour, il gare sa voiture devant chez lui et confirme à Ludovic qu'il va avoir besoin de l'alibi comme prévu. Il le prévient par un texto codé, un SMS glaçant. Il y a un SMS où il était écrit « Joyeuse Pâques », c'était le 1er avril, .lol. Mort de rire. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. C'est carrément glaçant. Edwige, elle n'est pas morte de rire, hein. Elle est morte étouffée dans des circonstances effroyables, avec sa gamine de 3 ans qui était quand même dans la chambre à 3 mètres de là, quand même. Il envoie ce nom de code pour signifier à son frère Ludovic 2 choses. Ce que je t'avais dit que j'allais faire, c'est fait. Jacques Frémion, avocat des parties civiles. Et maintenant, tu le tiens, ton alibi, hein. Quelles que soient les personnes qui te viendront te demander, tu dis « j'étais bien avec toi à la soirée ». Ça veut dire ça, hein. C'est une signature mesquine, c'est une signature qui montre que c'est rien, quoi. Je veux dire, il vient de tuer une femme, c'est rien pour lui. Pour les gendarmes, ce code prouve la préméditation. Reste à savoir maintenant comment Michael a élaboré son plan criminel. D'abord, il lui a fallu convaincre son frère. Michael Dantal va voir son frère Ludovic le matin du dimanche, juste avant les faits. Jean-Marc Boutelier, gendarme à la section de recherche de Lyon. Pour lui expliquer que Edwige a rencontré quelqu'un et qu'elle a l'intention de le quitter lui dans un premier temps, mais surtout de quitter la France avec sa fille. Il va le manipuler pour le faire croire qu'il a besoin d'un alibi pour s'occuper d'Edwige Perdry au cours de la nuit. Ludovic Dantal a très bien compris ce que voulait dire s'occuper. Il a su convaincre son frère, lui trouver les mots pour l'attendrir. Ludovic accepte de couvrir son frère. Il déclare aux gendarmes qu'il connaît lui aussi une séparation douloureuse. Sa femme vient de le quitter avec ses 3 enfants. Peut-être que ça le renvoie à sa propre histoire, puisque finalement ses frères ils se ressemblent un peu. Ludovic s'est séparé de sa femme, il peut plus voir ses enfants, c'est très conflictuel, donc ça s'est très très mal passé. Quelque part, il se projette un peu sur Michael. Hein. Michael, c'est son cadet. On peut imaginer qu'il a eu envie de l'aider. Je pense que c'était un sujet marquant pour Ludovic. Effectivement, il était sensible à ce sujet-là, sensible peut-être plus que de nature à la souffrance de son frère, que lui-même avait vécu auparavant. C'est une hypothèse quand même assez incroyable qui est échafaudée. Ça veut dire qu'il y a un meurtrier et il y a son frère qui fait partie de ce plan, quoi. Maintenant que Michael dispose d'un alibi grâce à son frère, il peut orchestrer le scénario de son crime. Donc Michael Dantal a dit que l'idée de tuer Edwige Perdry lui est venue le samedi 30. Pierre-François Long, vice-procureur au tribunal de Bourg-en-Bresse. Il a concrétisé en réalité ce projet en parlant à son frère Ludovic le lendemain, donc le 31. Au cours de la journée, il va ruminer ce geste. Au cours de la soirée qu'il passe avec sa femme et sa fille, il va penser à ce geste.
pour le mettre à exécution au cours de la nuit. On se dit, mais quelle froideur, quoi. Ce type-là, il est capable, comme ça, de passer plusieurs heures à rigoler avec des voisins, voilà, de parler tranquillement, parce qu'apparemment, ils s'entendaient bien avec Edwige, c'est l'image qu'ils ont renvoyée, boire un coup, manger. C'était quand même le dernier repas du condamné, hein. Les gendarmes vérifient minute par minute le récit de Michael. Mais il reste une inconnue de taille, le mobile. Les enquêteurs échafaudent des hypothèses. La jalousie ou la colère à l'idée d'être quitté. Mais face aux enquêteurs, Michael ne livre aucune explication à son geste. À l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour assassinat. L'annonce de cette arrestation assomme les parents d'Edwige. J'étais... Je pensais, mais je voulais pas le croire non plus, parce que la petite, elle perdait, malheureusement, sa maman déjà perdue, et là, son papa. Pascal Perdrix, père d'Edwige. On culpabilise beaucoup d'avoir rien vu. Un père, il est là pour protéger sa famille, pour lui donner ce qu'il faut. On est trahis. Cet homme-là qu'on a pris comme notre fils, qui pleurait devant la photo d'Edwige. Marilène Perdrix, mère d'Edwige. Qui me tenait la main à l'enterrement d'Edwige, et puis on n'a pas de mots après pour le définir. C'est là que on s'aperçoit qu'elle était avec un monstre et qu'on n'a rien vu. C'est horrible. Le procès des frères Dantal s'ouvre 2 ans plus tard, en janvier 2015, au tribunal de Bourg-en-Bresse. Ils risquent tous les deux la perpétuité pour assassinat et complicité. Au cœur des audiences, le comportement de Michael. Va-t-il enfin s'expliquer sur les causes de son geste? Et surtout, exprimera-t-il des regrets qui pourraient atténuer la sanction? Mais Michael reste emmuré dans son silence. Effectivement, c'était quelqu'un qui était complètement prostré, qui ne pouvait plus rien dire, qui était la mâchoire raidie totalement, etc. Le seul moment, on va dire, un peu fort, c'est quand la maman d'Edwige s'adresse à lui. Elle lui demande, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Et moi, j'ai vraiment ce souvenir d'un silence, mais pesant, quoi, un silence de cathédrale, quoi. Il pouvait pas répondre, il pouvait pas dire pourquoi il a fait ça, quoi. Et il a plutôt regardé ses chaussures. Mais quand on n'est pas un homme, on n'est pas un homme, hein. Le seul moment où il sort de son mutisme, c'est lorsque les amis d'Edwige dressent son portrait. Celui d'un homme qui tyrannise sa compagne. Des témoignages qui pourraient aggraver son cas. Alors, Michael conteste en tout point cette version. Quant à son avocat, il affirme qu'il n'y a aucune preuve. Très réellement, dans le dossier, on n'avait strictement rien. Je veux dire, il n'y a jamais eu de main courante, y compris dans l'époque compliquée, c'est-à-dire l'époque récente, sur la fin. François Hérault, avocat de Michael Dantal. Pas eu de certificats médicaux, enfin, il n'y a jamais eu de choses qui permettaient de penser ça, et ça, il l'a toujours vivement contesté. Rien ne permettait ni dans le dossier, et surtout pas dans sa déclaration, de confirmer cette image de bourreau, quoi. Mais face aux jurés, son image est mise à mal par l'un des éléments clés du dossier. Le fameux SMS « Joyeuse Pâques, LOL ». La salle retient son souffle. Il est évident que vis-à-vis de la cour d'assises et des jurés... Pierre-François Long, vice-procureur au tribunal de Bourg-en-Bresse. Avoir un assassin qui signe ainsi son méfait, ça en dit beaucoup quand même sur sa personnalité. Ce SMS, il a pesé dans le procès, mais évidemment. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès. C'est la marque d'un
d'un monstre froid, quoi. On peut pas dire autrement. Mort de rire. Mort de rire, quoi. Il se trouve que Michael Dantal ne savait pas ce que ça voulait dire. Sérieusement. François Hérault, avocat de Michael Dantal. C'est quelqu'un qui écrit LOL quasiment dans chacun de ses messages. Comme certains mettraient des points d'exclamation ou 3 petits points pour terminer un message. Et à l'évidence, lui a mis ce LOL de manière quasiment automatique, sans en comprendre la portée et le cynisme que ça pouvait représenter chez tout être humain qui comprendrait ce que ça veut dire. Mais là encore, Michael ne répond rien. Le procès touche à sa fin, l'avocat général prend la parole et il réclame une peine très sévère. Donc à l'issue du procès, je requiers 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Michael Dantal et 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat pour Ludovic Dantal. De Michael Dantal à Edwige Perdrix. François Hérault, avocat de Michael Dantal. Ça a toujours été une idée, je l'aime, je ne veux pas la perdre, c'est la femme de ma vie. Compliqué, c'est... Je me pose régulièrement la question, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Marilène Perdrix, mère d'Edwige. Qui elle serait aujourd'hui? Est-ce que ça serait toujours une jeune fille, enfin une jeune femme toujours aussi attirante, toujours... ce que je doute pas, hein. Mais elle nous manque beaucoup. Elle nous manque énormément.